Bonjour à toutes et à tous. Les lois de la physique, science dure, sont implacables. Et l'économie moderne est régie par les lois de la physique qui sont à la base, ne l'oublions pas, tout simplement les lois de la nature. Mais l'homme moderne, lui, pense qu'il est devenu si puissant qu'il peut désormais s'affranchir de toutes les lois naturelles pour mener à bien son hyperactivité de production de biens. Et c'est là tout le problème. Car dans l'esprit commun de l'homme moderne, façonné, formaté par la religion de la croissance, le processus économique n'est rien d'autre qu'une question de flux d'entrée et de sortie de la matière à travers la méga-machine industrielle elle-même fondée sur la seule technologie issue du génie humain. Sur un plan plus général, il ne s'agit ni plus ni moins que de vouer une confiance absolue et anticipée à ce fabuleux génie humain pour trouver une solution à tous les problèmes pouvant lui être posés dans le présent ou dans le futur par d'éventuelles et misérables petites réalités physiques. Un petit problème subsiste toutefois qui agace les croissancistes convaincus, mais qui ne les désarçonne pas pour autant. Ce petit problème, c'est cette fichue dépendance du système industriel vis-à-vis des ressources naturelles finies. Ressources naturelles finies qui, paraît-il, seraient en voie de raréfaction dans un futur proche. Car il se trouve que la société industrielle croissanciste est tout entière fondée sur le couple énergie et matière, c'est-à-dire sur l'association de ressources énergétiques, hydrocarbures par exemple, et de ressources minérales, fer, cuivre, aluminium, zinc, etc. Comme la métallurgie, par exemple, dont le principe simplifié mais significatif consiste à chauffer de l'oxyde de fer, ressource naturelle finie minérale, avec du charbon, ressource naturelle finie énergétique. Or, ces deux catégories de ressources, elles ne sont présentes qu'en quantité très limitée sur la planète et leur date d'extinction au rythme actuel de prédation est relativement proche. La question qui tarabuste les adorateurs de la croissance est donc la suivante. Qu'adviendra-t-il du système industriel et anecdotiquement de l'organisation sociétale politique qui le porte lorsque les ressources naturelles finies viendront à manquer? Car cette raréfaction annoncée des ressources naturelles finies, les RNF, n'est pas une simple vue de l'esprit. Non, c'est une réalité factuelle qu'aucun scientifique ne conteste aujourd'hui. Et cette réalité, elle est déjà en marche. En marche puisque les principales ressources naturelles finies ont déjà atteint leur pic. Un pic représentant le moment où la quantité qu'il reste à extraire devient plus faible que celle qu'il a déjà été extraite. C'est ainsi qu'à partir d'un pic de production, on dit qu'une ressource entre en déplétion, déplétion étant un terme sophistiqué qui désigne tout simplement ce que le langage courant nomme le début de la fin. Le premier scientifique qui mit en lumière l'inéluctable réalité de la dégradation irrémédiable des composants mis en œuvre dans le processus industriel et qui initia le terme de décroissance, se nomme Nicolas Georgescu Roegen, et ce, dès 1970, dans une série d'ouvrages qui l'ont conduit à introduire les lois de la thermodynamique et le principe d'entropie dans la science économique. C'est ainsi que le principe de dégradation de l'énergie et de dégradation de la matière fut démontré de manière scientifique et illustré par le théorème « L'énergie et la matière utilisables lors du processus industriel sont continuellement transformées en énergie et matière devenues inutilisables jusqu'à ce que les premières disparaissent complètement. » Mais cette mise au point d'ordre scientifique sur la réalité du devenir de l'énergie et de la matière, tout au long du processus de transformation économique,
Cette mise au point que nous propose Roegen, elle s'accompagne également d'une mise en garde, et de nature cette fois quasiment anthropologique, sur la propension ancestrale de l'homme à fonder ses pratiques sur l'adhésion à certains mythes censés assurer la cohésion de la collectivité, cette propension ne semblant pas avoir été abolie. Par l'avènement de la civilisation industrielle, les mythes antiques et désuets ayant été remplacés par des mythes modernes et plus sophistiqués, mais tout aussi agissant sur les comportements humains. Et donc, Roegen distingue notamment 4 mythes principaux. Premier mythe, le mythe du mouvement perpétuel de première espèce, qui consiste à croire qu'on pourra arriver à mouvoir les choses sans consommer d'énergie. Deuxième mythe, le mythe du mouvement perpétuel de deuxième espèce, qui consiste à croire que nous pourrons parvenir toujours à utiliser la même énergie continuellement. Troisièmement, le mythe de l'homme réussissant toujours à trouver de nouvelles sources d'énergie et de nouveaux moyens de la servir à son profit. Mythe résumé par l'adage populaire, nous en avons déjà parlé, quoi qu'il advienne, nous trouverons bien toujours quelque chose. Quatrième mythe, c'est le mythe de la possibilité de mener une activité industrielle qui ne dégage pas de pollution. L'activité industrielle libre de toute pollution. Mais cette impasse physique de la croissance, elle présente également un autre aspect extrêmement important et donc, comme nous pouvons nous en douter, totalement passé sous silence par la communication croissanciste. Cet aspect, c'est le taux de retour énergétique. Le taux de retour énergétique est un facteur déterminant de la durabilité et du succès de la société industrielle. En effet, le TRE représente le ratio d'énergie utilisable, acquise à partir d'une source donnée d'énergie, rapporté à la quantité d'énergie dépensée pour obtenir cette énergie finale, soit la formule énergie utilisable divisée par énergie dépensée. Ainsi, lorsque le TRE d'une ressource est inférieur ou qu'il est égal à 1, cette source d'énergie devient alors ce qu'on appelle un puits d'énergie. Et elle ne peut plus être considérée comme une énergie, comme une source d'énergie exploitable, puisque l'énergie nécessaire pour acquérir telle quantité d'énergie est supérieure à la quantité d'énergie finale obtenue. Cette implacable réalité du TRE, qui doit toujours être supérieure à 1 pour être acceptable, cette réalité, elle est largement ignorée du grand public, alors même qu'elle est la clé de la survie de la société industrielle, et que dans la réalité actuelle, eh bien ce TRE, il ne cesse de diminuer, jour après jour. La quantité d'énergie dépensée pour obtenir de l'énergie utilisable devenant toujours de plus en plus grande à cause de l'augmentation des difficultés d'accès aux sources d'énergie. Les énergies faciles, dites faciles, ayant été déjà toutes extraites. Mais l'énergie n'est pas tout. Et le besoin énergétique dont nous venons de parler n'est pas le seul composant nécessaire pour la fabrication d'un bien industriel. Nous avons déjà dit que le processus industriel, en effet, il se nourrit du couple énergie-matière, et que ces deux éléments constitutifs ne peuvent être dissociés dans le cadre de l'activité quotidienne de la société industrielle. Il apparaît donc qu'il convient de prendre en compte l'ensemble des ressources finies dans l'étude de devenir de la production industrielle croissanciste. En effet, dans tout le cycle de vie d'un produit, il n'entre pas en compte que l'énergie, mais il entre en compte aussi la matière, et plus précisément sous sa forme initiale et fondamentale, le minerai. Or, dans l'esprit commun, les gens se rendent bien compte de l'énergie qu'on consomme au cours des différentes phases de fabrication des biens de la société croissante, mais ils ignorent la plupart du temps le paramètre de la matière consommée.
au sens notamment de sa dégradation irréversible, telle que mise en évidence par Nicolas Georgescu-Roegen. Dans son approche de la quatrième loi de la thermodynamique, dont il suggère une formulation simplifiée qui pourrait être celle-ci. La matière utilisable, mise en œuvre dans un processus industriel, se dégrade irrévocablement en matière devenue non utilisable. Le but de toutes ces considérations, c'est donc bien de nous amener à prendre en compte la dégradation de la matière au même titre que celle de la dégradation de l'énergie. Cette option, qui paraît évidente du point de vue de la science physique, ne semble pas toutefois l'être du point de vue de la science économique orthodoxe, qui, si elle commence à admettre comme une réalité le principe de dégradation de l'énergie, semble toutefois ignorer délibérément celle de la matière, considérée comme étant une ressource inépuisable grâce, notamment, au mythe très répandu de la croyance en la possibilité du recyclage illimité. Le recyclage. Il nous faut prendre le temps de nous arrêter sur cette notion de recyclage, étant donné son importance fondatrice. Fondatrice dans l'idée de la durabilité de la croissance, et par voie de conséquence, sa classification dans la catégorie des mythes de la société industrielle, que n'avait pas cité Roegen. Car la question fondamentale, celle qui conditionne la durabilité de la croissance, ou le développement durable, si vous préférez, c'est bien le maintien du stock de matière, voire, pourquoi pas son augmentation, pour ceux qui veulent que la croissance continue indéfiniment. La matière, c'est-à-dire en fait les minerais, les métaux répertoriés notamment dans la table de Mendeleïev, est pris au sens de leur incorporation dans le process industriel. En effet, si le problème de la dissipation de l'énergie, celui de la discontinuité de la disponibilité en énergie, plus particulièrement en vue de la raréfaction des hydrocarbures. Si ce problème est généralement bien présent à l'esprit du grand public croissanciste, et auquel il répond avec des types d'arguments tirés du fameux catalogue de la transition énergétique, du mix énergétique, eh bien le problème par contre de la dissipation des métaux, de la disparition des métaux, il est totalement ignoré, absent des débats, évacué en quelque sorte par le mythe du recyclage. Car dans l'esprit commun croissanciste, cette matière, ces minerais, ces métaux, sont supposés être indéfiniment réutilisables par la magie du sacro-saint recyclage. Cette évidence du recyclage ayant ainsi acquis une telle force axiomatique qu'il ne paraît pas utile, à l'instar par exemple du concept d'intérêt général, il ne paraît pas utile d'en débattre. En attendant, pourquoi pas qu'une loi du genre fake news ne vienne ranger ce type de questionnement dans la catégorie des infractions. Bien plus, et même chez certains sceptiques de la croissance, nous entendons des voix suggérer que le recyclage des métaux pourrait être infini, à condition de disposer de suffisamment d'énergie, infinie elle aussi, pourquoi pas, de type par exemple fusion nucléaire. C'est dire combien ce mythe du recyclage est devenu un véritable fait culturel au point d'occulter la réalité, même aux yeux de certaines personnes ayant pourtant déjà acquis un bon niveau de lucidité par rapport à l'hérésie croissanciste. Car en invoquant cette énergie miracle, qui permettrait de conserver indéfiniment intact le stock de la dot métallique terrestre, ces rêveurs imprégnés de la culture du recyclage oublient consciemment ou non, trois choses. Ils oublient, premièrement, que pour que la croissance continue, il ne faut pas seulement maintenir le niveau de stock de minerais à un niveau constant, mais il faut l'augmenter, c'est-à-dire acquérir la capacité de créer de la matière. Alors, nous verrons d'ailleurs dans la prochaine chronique sur l'impasse comptable
cet événement pourrait constituer en théorie un des moyens de rétablir les excédents de gestion du stock d'exploitation par l'incorporation d'une variation positive de stock dans la colonne des produits. N'anticipons pas, nous en reparlerons. Quoi qu'il en soit, nous attendons donc de ces esprits féconds qu'ils nous expliquent la façon de créer de la matière. Deuxièmement, le recyclage est une opération qui, pour être rentable, doit être à la fois techniquement possible et financièrement valable. Sur le plan technique, il faut rappeler que plus les alliages sont complexes, plus le recyclage est difficile. Donc ça veut dire qu'il a un rendement de plus en plus bas. Ça veut dire moins de quantité de matière à récupérer par rapport à la quantité de matière utilisée. Or, dans la société industrielle croissanciste, les alliages utilisés sont de plus en plus complexes et leur imbrication entre eux dans les ouvrages les plus sophistiqués de type wagon, de TGV ou avion rendent le recyclage un véritable casse-tête. Troisième point enfin, et sans doute le plus déterminant, il est bien évident que toute opération de recyclage, quelle qu'elle soit et quelle que soit la simplicité ou la complexité des alliages traités, débouchera toujours sur une quantité moindre à la sortie que la quantité qu'on a fait entrer au départ. Il s'ajoute à cette loi imparable une autre loi imparable, elle aussi, c'est celle qui dit que la quantité de matière de l'objet usagé qu'on entre en recyclage est forcément plus faible que la quantité initiale contenue dans l'objet neuf. C'est la matière qui s'est dissipée pendant tout le temps d'usage de l'objet. Il en découle, les deux théorèmes découlent de toutes ces considérations, deux théorèmes suivants qui sont destinés à contredire la toute-puissance de la religion du Dieu recyclage. Le premier théorème pourrait s'énoncer ainsi. Les recyclages successifs d'une quantité donnée de matière produisent à chaque étape une quantité de matière inférieure à celle de l'étape précédente, ce qui aboutit au bout d'un certain temps à la disparition complète de la matière utilisable. La donnée un certain temps, exprimée par exemple en nombre d'années, étant effectivement un paramètre de ce théorème dont la valeur exacte n'est pas établie, mais qui, en tout état de cause, ne saurait être égal à l'infini. Deuxième théorème pourrait s'énoncer ainsi. Une quantité d'énergie non négligeable est nécessaire pour mettre en œuvre le recyclage de la matière, et cette quantité est d'autant plus importante que les matériaux recyclés sont issus de combinaisons physico-chimiques complexes, comme par exemple les alliages. Eh bien, la combinaison de ces deux théorèmes nous amène à la conclusion, assez facile à comprendre me semble-t-il, que, en plus de consommer beaucoup d'énergie, le recyclage de la matière tend inexorablement vers zéro. Cette réalité, elle est largement occultée dans le débat public. La preuve, c'est que nous entendons régulièrement parler de la transition énergétique, transition écologique, mais jamais de la transition minérale, de la transition métallique, ou plus globalement de ce que nous pourrions dénommer la transition matérielle. Eh bien, ces évidences ne découragent toutefois pas les grands prêtres de la religion croissanciste qui opposent aux contempteurs scientifiques du recyclage comme solution à la durabilité de la matière, ils opposent les progrès de la technologie qui seraient supposés être en mesure d'augmenter le rendement des opérations de recyclage ainsi que la meilleure organisation du tri sélectif et de la collecte pour réduire les pertes amont. Ces maigres objections ne visent en fait qu'à imaginer une augmentation possible du délai qui nous sépare de la fin de la matière, mais certainement pas à contester la réalité de cette fin de la matière.
car personne n'est aujourd'hui sérieusement en mesure de contester les deux théorèmes que nous venons d'énoncer. Car finalement, peu importe ce délai, que ce délai soit de quelques dizaines d'années, voire que ce délai soit de quelques siècles, ne change rien au fond du problème, ce problème étant que la matière utilisable diminue inexorablement et que par conséquent tout système économique basé sur l'utilisation de matière est voué au déclin dans un premier temps, puis voué à l'extinction dans un deuxième temps. Il ressort de l'exposé de tous ces faits qu'un état stationnaire durable, et plus forte raison, un développement durable, est conditionné par un renouvellement de la matière. Donc, pour parler clair, par une reconstitution du stock initial de matière contenu dans l'écorce terrestre. Stock initial de matière qui a été irrémédiablement dégradé, qui aura été irrémédiablement dégradé et dissipé par le processus industriel croissanciste. En fait, plus nous avançons dans notre raisonnement, plus nous nous rendons compte que cette culture de la croissance repose essentiellement sur des illusions. Croissance inéluctable car inscrite dans les gènes humains, croissance souhaitable car chemin vers le bonheur, croissance possible car énergie indéfiniment renouvelable et matière indéfiniment recyclable. Illusion qui représente autant de mythes modernes n'ayant rien à envier aux mythes des sociétés primitives. Cette constatation est encore renforcée lorsque nous nous rendons compte que les croissancistes n'opposent à nos arguments scientifiques que des vœux pieux que nous pourrions résumer par le célèbre adage populaire « de toute façon, nous trouverons bien quelque chose ». Le ils générique, représentant naturellement la caste réduite des experts, nouveaux dieux de l'Olympe croissanciste et support d'une religion de la croissance au culte de laquelle l'individu ordinaire semble définitivement condamné, ce qui nous amène d'ailleurs à poser un diagnostic hétérodoxe en suggérant que, contrairement à une idée communément reçue, les rêveurs ne sont pas ceux qui croient à la survenue inéluctable de la décroissance, mais les rêveurs sont bien ceux qui croient dans la pérennité de la croissance. De ce point de vue, nous dirons que l'utopie est manifestement en train de changer de camp.